Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracien Kildikiza, Alfred Chango et Jean-Marie Bitomo. Les investissements directs chinois se sont établis à 568 millions de dollars au premier semestre 2015. Des chiffres qui sont en baisse de 84% par rapport à la même période en 2014. Les experts redoutent une réduction de l'intérêt des investisseurs chinois pour le secteur des matières premières. Birama Saonera. Les investissements directs chinois en Afrique sont évalués à 568 millions de dollars au premier semestre 2015, ce qui représente une baisse de 84% par rapport à la même période en 2014. Dans le domaine des industries extractives, les investissements sont passés de 141,4 millions de dollars au premier semestre 2014 à 288,9 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de 2015. Pour des observateurs, plusieurs facteurs expliquent cette situation. La Chine est une bonne cliente dans tout ce qui est matières premières en Afrique. Vu que le cours des matières premières est indexé sur le dollar, dans ce cas-là, le pouvoir d'investissement des Chinois reste un petit peu plus faible que ce qu'il pouvait être quand la monnaie était à son plus haut niveau. Nous sommes dans un contexte de ralentissement économique d'un point de vue global, mondial. La Chine aujourd'hui se concentre sur d'autres marchés avec d'autres priorités, notamment développer des stratégies qui permettent au marché intérieur de se développer en termes de consommation et de croissance. La Chine, comme les autres puissances économiques émergentes, s'intéresse à l'Afrique essentiellement pour couvrir leurs besoins en matières premières. Aujourd'hui, plusieurs experts préconisent la diversification des domaines des partenariats entre l'Afrique et la Chine. Objectif, attirer les investisseurs étrangers vers le secteur prioritaire du continent africain. Ce que l'Afrique peut faire, c'est diversifier ses partenaires et non pas seulement se limiter à développer des partenariats liés aux matières premières. Ce serait dangereux comme politique. Donc diversification des partenariats commerciaux, diversification des secteurs d'investissement et faire en sorte d'orienter les investisseurs étrangers vers des secteurs prioritaires, productifs, porteurs de croissance pour les États africains. Deuxième importateur mondial de pétrole derrière les États-Unis, la Chine acquiert plus du tiers de ses besoins en hydrocarbures sur le continent africain, en tête l'Angola, devenu son premier fournisseur. La Chine est le premier fournisseur et deuxième partenaire commercial de l'Afrique depuis 2005. Le géant asiatique s'est impliqué dans les affaires du continent avec plus de 600 entreprises en Afrique. Gracien, la crise immobilière, c'est la seule raison, d'après vous, de la baisse des investissements chinois en Afrique? Oh, pas seulement. Parce que l'économie chinoise commence à s'essouffler, le taux de croissance qui allait dans les 9-10%, aujourd'hui ça se trouve à 7%. Et les Chinois aussi, ils ont misé beaucoup sur, disons, les importations des matières premières et le développement aussi de l'export de produits pour exporter, mais ils n'ont pas beaucoup, miser sur la classe moyenne pour qu'il y ait une consommation intérieure. Or, les matières premières qu'il faut acheter en Afrique, il faut les produire et les vendre aussi. Mais moi, ce que je pense, ce qui est déplorable pour l'Afrique, ce n'est pas les investissements des Chinois en Afrique, c'est surtout les achats des Chinois, les exportations en Chine, que ce soit de la matière première. Malheureusement, on est dans ce stade, on continue à exporter. C'est surtout, il faut que les Chinois continuent à nous acheter nos matières premières. Mais en réalité, pour exploiter les matières premières, il y a d'autres pays. On parlait de l'Angola, par exemple. L'Angola va continuer à vendre le pétrole à la Chine, parce que l'Angola déjà est endetté, une dette basée sur le pétrole. Donc, malheureusement encore, c'est parce qu'on peut demander de l'argent contre quelque chose qu'on ne contrôle pas, le pétrole qui est dans le sous-sol. Donc, ce qui fait qu'on a finalement ce commerce avec la Chine, ces relations avec la Chine posent des problèmes et aussi peuvent fragiliser l'Afrique, surtout quand il y a un retournement. Merci. Dans l'actualité également, le Fonds monétaire international prévoit un ralentissement de la croissance marocaine en 2016 qui devrait s'établir à 3,7% contre un taux de 4,9% prévu en 2015. L'institution s'attend également à ce que le taux d'inflation atteigne 1,5% en 2015 et 2% en 2016. Oumou Kelsoumba. Le Royaume du Maroc, classé parmi les pays d'Afrique en voie de développement, connaît depuis un certain temps une situation économique instable. En 2015, le taux de croissance du pays est estimé à 4,9%. Le produit intérieur brut par habitant est de 3 077 $. Les prévisions faites par le FMI pour l'année 2016 ne sont pas rassurantes. L'institution révèle un ralentissement de la croissance économique avec un taux de 3,7%. Selon toujours le FMI,
l'économie, le taux d'inflation pourrait atteindre 1,5% en 2015 et 2% en 2016. Cette situation s'explique par la régression des secteurs phares de l'économie marocaine. Alors les causes à ce niveau-là, on peut voir le ralentissement globalement de l'économie. Maintenant, le Maroc est une victime collatérale à ce niveau-là. Il y a également un ralentissement de l'expansion du royaume vers des marchés extérieurs, notamment dû à une conjoncture qui n'est pas forcément très bonne aujourd'hui. Avec des recettes d'exportation qui devraient atteindre 240 milliards de dirhams en fin 2015, le Maroc peut encore redresser son économie. Selon des experts, cela passera par une politique d'amélioration du climat des affaires et une diversification des secteurs d'investissement. La stratégie, elle est déjà définie par les autorités marocaines. C'est une stratégie de grands travaux, c'est une stratégie de conquête de nouveaux marchés, notamment en Afrique. Et ça influe bien entendu sur le PNB. Ça peut également contribuer à attirer la croissance. L'agriculture peut également se développer. Donc, de ce point de vue-là, le Maroc a également des atouts. Dans le but de relancer son économie, le Maroc a adopté une nouvelle stratégie industrielle 2014-2020. Le pays doit s'appuyer sur la transformation structurelle et renforcer son ancrage dans l'économie mondiale. Alfred, on disait encore il y a quelques mois le Maroc à l'abri par rapport aux autres pays d'Afrique du Nord. C'est étonnant ce ralentissement de l'économie marocaine? Non, ce n'est pas tellement étonnant, Fanny. La stagnation de la croissance de l'économie marocaine est liée, on l'a rappelé dans le reportage, à plusieurs facteurs. D'abord à l'environnement international. D'un côté, effectivement, l'effondrement du cours du pétrole, ça avantage justement les importations à ce niveau-là. Ça amoindrit le coût pour le budget marocain, mais c'est seulement des secteurs qui sont liés à la fluctuation des marchés, comme le secteur agricole ou le secteur textile, qui étaient parmi d'autres secteurs les plus porteurs justement de la compétitivité de l'économie marocaine. C'est ça qui fait effectivement que le Maroc se trouve dans cette situation-là. Dès le moment où il y a la chute justement de ce secteur-là, les exportations aussi suivent en même temps, et donc du coup on importe plus qu'on exporte, et ça déséquilibre justement la balance, et ça freine la croissance. Évidemment, la stratégie des investissements dans un certain nombre de secteurs peut permettre justement d'équilibrer les choses à terme, mais à court terme, là effectivement, le Maroc en subit les contre-coups. Jean-Marie, le secteur du tourisme aussi connaît des difficultés au Maroc. On peut penser que la situation en Tunisie et en Libye a influencé sur le tourisme marocain? C'est une évidence quelque part. Bien qu'on puisse dire, quand on a suivi la tendance de l'économie marocaine, c'est pas... Parce que le Maroc, j'ai l'impression, c'est-à-dire dans ma lecture, j'ai l'impression que le Maroc a procédé à une diversification de son économie. Le Maroc a dû volontairement abandonner, l'accent qui était mis sur le tourisme. Et on a pensé à une diversification beaucoup plus industrielle. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez le Maroc qui s'est lancé beaucoup plus dans le transfert des technologies, assainir l'environnement économique pour attirer les investisseurs étrangers, améliorer l'attractivité de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, vous verrez qu'il y a une corrélation entre la chute, si vous voulez, des recettes touristiques au Maroc et la remontée à partir de l'installation des industries. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'industrie automobile au Maroc, si vous voulez, est une industrie qui est déjà opérationnelle. Le Maroc est déjà exportateur là-dessus, à ce niveau-là. Vous avez des domaines dans les technologies avancées dans lesquels le Maroc a signé des coopérations internationales qui font en sorte que vous avez les plus grandes entreprises internationales qui se sont installées au Maroc. Donc de mon point de vue, cette corrélation-là montre la volonté du Maroc de vouloir diversifier son économie, de sortir, si vous voulez, de la manne touristique. Ça c'est une manne naturelle, on peut toujours revenir dessus. Ce sont des questions de stratégie. Mais les questions d'acquisition des technologies sont des questions importantes sur lesquelles j'ai l'impression que la stratégie économique qui a été définie par le Maroc met l'accent sur l'acquisition des nouvelles et transferts de technologies.
Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'annoncer son intention de faire passer la part de son pays dans la production mondiale de cacao à 50% d'ici 2020. Selon le dirigeant, le pays qui assure déjà 45% de l'approvisionnement en or brun de la planète pourra ainsi financer sa croissance plutôt que de recourir à l'endettement. Gracia, on peut dire que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un contexte international particulièrement favorable pour ce qui est du cacao? Oui, surtout. On peut profiter du malheur de l'autre, du voisin, parce que c'est le Ghana finalement qui a un problème au niveau de la production du cacao. Et donc, il y a peu de, comme on le dit en économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Comme il y a l'offre qui diminue, il y a beaucoup de demandes, donc les cours montent et en même temps, la Côte d'Ivoire en profite, disons, pour augmenter sa production. Si les cours sont à un niveau très haut, c'est-à-dire qu'on peut financer, on peut investir au niveau de la production du cacao. C'est une très bonne chose pour le Maroc, mais toujours comme on le dit ici, pour la Côte d'Ivoire, pardon, justement, comme on a parlé du Maroc, mais comme on le dit toujours ici, espérons que la Côte d'Ivoire a commencé à produire le chocolat, que vraiment la Côte d'Ivoire soit le premier pays exportateur de chocolat dans le monde, plutôt que d'exporter la matière première toujours, parce qu'on enlève une partie, la plus-value qui peut financer une bonne partie au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de surtout l'emploi des jeunes. Alfred, alors l'Organisation internationale du cacao a averti sur le risque d'une surchauffe au vu de la progression spectaculaire qu'enregistrait la production cacaoyère ivoirienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours possible que ça arrive, mais ça c'est une mesure de prévention naturellement. Mais qu'à cela ne tienne. Disons qu'aujourd'hui, effectivement, la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée. Il ne faut pas oublier effectivement d'où elle vient et comment cette production a stagné, a souffert justement de ces périodes de crise de la Côte d'Ivoire. Maintenant, effectivement, il y a une sorte d'assainissement et puis il y a cette volonté justement des autorités de construire à la fois une industrie de transformation sur place justement de ce cacao, ce qui peut compenser aussi justement la part liée à l'exportation. Et donc pour moi, je pense que l'un dans l'autre, ça permet à la Côte d'Ivoire quand même de voir venir et puis d'aviser le moment venu. Merci, c'était à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée à l'élevage. La semaine prochaine sera consacrée à la production littéraire africaine. Jean-Marie, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir et bon week-end à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Gracien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Alfred, merci. Merci d'avoir été avec vous sur ce plateau, a été un ravissement et puis à mes très chères téléspectatrices de terminer la semaine avec elles. C'est un bonheur. Merci à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.